Merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre pour impacter l'opinion, ça vous le savez. Et l'invité du jour, c'est M. Bahouri, il est premier vice-président de l'UFDG, animateur national du mouvement Renouveau. Avec lui, nous parlons d'actualité, surtout d'actualité des plus brûlantes. Vous le savez, et comme je le disais hier, la question qui divise encore aujourd'hui les Guinéens, c'est bien ce débat lié au changement de constitution. Et comme je le rappelais, face à la volonté des mouvanciers du gouvernement guinéen, du parti au pouvoir, d'aller vers ce changement de constitution, il y a en face une véritable contestation qui elle aussi fait face à une sorte de restriction de toute liberté liée à la contestation de ce changement de constitution, mais finalement qui fait face aussi à une sorte de répression généralisée désormais, puisqu'on a connu le cas de Zérékouré, au-delà de ce qui s'est passé à Cancan, où des contre-révisions constitutionnalistes ont été donc gazées de ce côté. Il y a eu un mort à Zérékouré, et puis cette réunion pourtant dans un cadre privé à Matoto, au siège de la maison des ONG et des associations, qui a aussi été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Que dire de ces situations? Pour en parler justement, nous sommes reçus ici par M. Bahouri, comme je l'ai dit tout à l'heure. M. Ba, merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir aussi de vous accueillir dans cette émission Café Débat. Alors je le disais, globalement, on va parler de ce qui prévaut en ce moment. Et derrière, nous parlerons d'autres sujets qui vous concernent personnellement. Votre relation aujourd'hui, toujours avec votre parti politique duquel vous réclamez toujours, vous continuez à vous réclamer. Et le procès, je veux dire le dossier judiciaire qui vous oppose, quand est-ce qu'il y aura le véritable verdict. On parlera de tout ça, mais dans la deuxième partie. Alors tout de suite, je commence par cette réunion des acteurs ou de certains acteurs de la société civile qui s'est tenue dans la commune de Matoto avant-hier, à laquelle vous étiez invité, ou vous étiez présent d'ailleurs, mais qui s'est mal terminée puisque les policiers ont fait une descente inattendue, inopinée, mais violente pour disperser cette réunion qui parlait du mouvement Amou Lanfé, qui veut dire ça ne marchera pas. Quelle réaction vous avez après avoir appris ce qui s'est arrivé à Matoto, parce que c'était après votre départ, nous l'avons appris? Vous savez, la réunion était déjà terminée. D'accord. La grande majorité des personnes qui étaient venues assister à ce meeting s'étaient déjà dispersées. Donc c'était absurde pour une réunion qui était déjà terminée de venir pour essayer de la perturber avec des grenades lacrymogènes. Mais ce qui est inquiétant, c'est le fait d'agresser un endroit clos, privé, qui appartient à une institution de la société civile. Et depuis des années, celle-ci organise des rencontres, organise des meetings pour faire entendre des voix des personnes liées aux activités directes de la société civile. Donc le fait de gazer cet espace, et je rappelle que cet espace est baptisé espace des associations. Espace des associations, mais l'espace où les gens se retrouvent, c'est l'espace 2007. 22 janvier 2007. Donc c'est symbolique. Et le fait d'agresser cet endroit est une provocation, j'allais dire grossière, qui ne rend pas service au président de la République. D'où que cette décision soit venue, qu'elle soit venue du président de la République, du maire de la commune de Matoto ou du ministre de l'administration du territoire dont on va parler tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites à celui qui a donné cet ordre d'aller dans la cour de cette ONG, agresser ceux-là qui étaient en réunion, les disperser à coups de gaz lacrymogène? Je dis simplement, c'est un acte liberticide, c'est un acte contre les lois de la République, c'est un acte qui ne rend pas service même aux tenants de ceux qui proclament un changement de constitution, et c'est un acte qui détériore l'image de la Guinée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en plus c'est un acte qui renforce la défiance de la population vis-à-vis de certains responsables de notre pays actuel. Et il devrait
tirer la leçon que c'est la population elle-même qui est venue s'interposer et chasser les agents des forces de l'ordre. Donc là aussi, c'est une indication majeure de soutien populaire que la maison des associations a et que l'activité qui s'est déroulée a eu au niveau de cette population. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'était une rencontre entre bien d'autres qui ont déjà eu lieu de la part de ceux qui aujourd'hui s'inscrivent dans la contestation d'un changement de constitution, qui n'ont pas eu la possibilité de tenir soit les marches qu'ils ont voulu faire pour exprimer leur opposition au changement de constitution, soit pour se réunir à un milieu pour dire ce qu'ils veulent dire. Ils ont toujours été empêchés. On a connu les scènes comme ça déjà à Koya, à Doubreka, à Bofa, ainsi de suite. Et à Kankan, on en a vu encore plus violent, où des gens du FNDC ont été pourchassés, blessés certains, et il y a eu le cas de Zérékoré. Là aussi, on est arrivé à une situation encore plus grave, il y a eu un cas de mort d'homme. Face à ce cas de mort d'homme, qu'est-ce que vous dites aussi, ce qui s'est passé à Zérékoré? Non, je dis que la mort, dans le cadre des manifestations que la société civile, la FNDC, avait organisé en marge de ses activités, Mouktar Kondé a été blessé et a trépassé suite à ses blessures. Je rappelle qu'il y a plusieurs blessés et qu'il y avait eu 2 autres qui étaient dans un état grave. Espérons qu'ils puissent recouvrer rapidement leur santé. Mais ça veut dire que ce que nous disons, l'incitation à la violence et à la haine peut déboucher sur des situations non maîtrisables. Des situations chaotiques. Et ceux qui agissent dans ce sens devraient faire extrêmement attention. Notre pays est extrêmement fragile. En parlant de ceux qui agissent dans ce sens, en tenant des propos haineux qui incitent à la haine et tout, est-ce que vous voulez faire allusion par exemple à Damaro, le député, à Bantamasso, qui récemment ont dit qu'il faut traquer les membres de ce FNDC jusque dans leur dernier retranchement? Bon, vous savez, tout cela, c'est une forme de violence. La Guinée est habituée à entendre de la part de ceux qui détiennent une parcelle d'autorité publique à être violents pour intimider, pour imposer leur façon de faire. Mais qu'ils n'oublient pas qu'à chaque fois que le peuple de la Guinée s'est opposé, s'est révolté et a fait cesser cela. Il faut qu'on tire les leçons de notre passé et faire preuve de plus de pondération, de prudence, de retenue pour ne pas être des facteur d'explosion de violence. Mouktar Kondé n'est plus là. Il laisse une femme et deux enfants. Sa femme est enceinte. Mais déjà, c'est une famille qui est profondément traumatisée, une société profondément traumatisée. Or, le fait de faire respecter les lois de la République, en laissant les gens s'exprimer dans l'ordre, dans la discipline, permet d'éviter ce genre de violence. Mais si on veut croire qu'on peut enfermer tout un peuple dans un carcan, qu'il sache que ce n'est plus possible. Alors, le monde a changé. Et juste en parlant de volonté d'enfermer le peuple dans un carcan, de restreindre les libertés, toute chose qui est un signe de dictature naissante ou peut-être endurcissante si elle n'est pas déjà existante chez nous. Mais vous avez écouté Bourema Kondé hier, le ministre de l'administration du territoire à la télé. Sinon, je vous informe, il a clairement dit que les ONG s'aventurent sur des terrains qui ne sont pas leurs terrains de prédilection, qui ne sont pas en cohérence, en conformité avec leurs objectifs de départ pour lesquels on leur a donné des agréments, c'est-à-dire le terrain politique. Ces ONG-là et leurs acteurs s'expriment avec des propos qu'ils qualifient de non acceptables aujourd'hui. Et donc pour ce fait-là, ils les appellent à se retourner dans leur carcan originel, ou sinon ils se verront retirer leur agrément. Vous, depuis maintenant plusieurs décennies, vous avez été parmi ceux-là qui ont été
les meneurs de l'instauration de la vie associative dans notre pays, l'instauration des ONG de défense des droits de l'homme et ainsi de suite, à écouter ce genre de discours, qu'est-ce que ça suscite en vous? Non, c'est une mentalité révisionniste. C'est une mentalité qui veut ramener la Guinée dans les premiers moments de... En fait, c'est une volonté de ramener la Guinée 50 années en arrière. Ce n'est pas possible. Et je le rappelle que la Guinée a ratifié pratiquement les principaux textes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la liberté et aux fondamentaux concernant l'état de droit. Et c'est devenu une obligation et un droit pour les citoyens d'user des traités internationaux que la Guinée a ratifiés pour faire prévaloir leurs droits, faire en sorte d'assurer la promotion de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de la liberté de circulation, de la liberté de réunion, de la liberté de penser. Et si aujourd'hui, en 2019, un ministre de la République se permet de tenir ce genre de propos, c'est qu'il est complètement en déphasage avec le monde dans lequel nous vivons. Et j'ai l'impression que ceux qui font et qui agissent de cette manière sont en train de ternir l'image de marque du président de la République, qui a été internationalement et nationalement connu comme étant quelqu'un qui s'est toujours battu pour la liberté et l'autodétermination des peuples. Alors quand vous dites qu'ils sont en train de ternir l'image du président de la République, en parlant d'Alpha Condé, est-ce que vous pensez qu'il est innocent dans tout ça? Justement, je voulais que vous parliez d'Alpha Condé. Vous ne pensez pas qu'il est en train de se faire prendre par un piège qui peut peut-être faire qu'il soit le seul responsable d'une situation chaotique qui arrive, parce que les prémices sont en train d'être posées sur le terrain, et que lui-même est en train de l'entretenir parce qu'il ne dit rien. Il n'arrête pas le débat pendant qu'il est en train de friser à la violence sur le terrain. Et lui-même, à un moment donné, a dit à ses militants, si les autres sont prêts pour un débat d'idées, allez-y. Si c'est pour l'affrontement, allez-y. Mais on a l'impression qu'on y est maintenant à cet affrontement, parce qu'il y a quand même un mort dans ce contexte de débat autour de la Constitution, mais il ne parle pas, il ne fait rien. Alors, l'attitude d'Alpha Condé, qu'est-ce que cela aussi vous inspire? Bon, je ne peux pas me substituer à ce niveau-là pour savoir exactement ce qu'il en pense, mais en tant que premier responsable de ce pays, je ne pense pas qu'il ait la volonté ni l'envie de voir des personnes tomber et des violences s'exacerber par-ci par-là. Lorsque vous êtes président de la République, la seule chose que vous souhaitez, c'est que votre pays soit en paix et que vos citoyens soient dans la tranquillité. Mais les réalités du pouvoir peuvent être complexes. Il y a différentes forces qui gravitent autour d'un pouvoir. Il y a différents intérêts. Vous essayez de dédouaner un tout petit peu Alpha Condé, mais c'est important, le moment est crucial. Vous n'attendez rien de lui dans cette phase où, justement, après tout ce qu'on vient de décrire là, pendant que ceux qui disent qu'on veut qu'on change de constitution et qui sont proches de lui, Alpha Condé, et ont la possibilité d'aller à l'intérieur du pays, dans les véhicules administratifs et avec de l'argent de l'État, pour mobiliser des pêcheurs, des agriculteurs qui ne connaissent rien en matière de constitution, pour leur dire, faire dire oui, 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 oui à tout bout de champ, sans que personne ne les arrête. Mais au même moment, on réprime d'autres. Certains, enfin, il y a un qui est mort, et vous n'attendez rien d'Alpha Condé en ce moment-là, comme acte à poser. Non, je pense que tôt ou tard, il sera amené à réagir. Sauf que quand ce sera tard, ce sera grave. Espérons que ce ne soit pas tard. Mais je rappelle une chose que j'ai vécue. Le président Alpha Condé, président du RPG, avait tenté d'organiser une fois un colloque international de l'international socialiste ici à Conakry. Donc, il avait invité des personnalités éminentes africaines comme Moustapha Niasse,
beaucoup de Sénégalais, d'autres des Français, du Parti Socialiste, M. Bourgi, et tant d'autres d'éminentes personnalités. Et ces personnalités ont été bloquées à l'aéroport de Conakry. Par le régime de Lansana Conté. Par le régime PUP de l'époque. Et ça a été un discrédit majeur pour notre pays sur la scène internationale et un discrédit pour le président en exercice à l'époque. Lorsque vous subissez certaines injustices dans votre chair, et ce jour-là, beaucoup de militants du RPG ont été arrêtés. Lorsque je regarde autour de l'aéropage du camp présidentiel d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre eux qui étaient de l'autre côté. Qui avaient pourtant donc été acteurs de cette situation regrettable à l'époque. Mais aujourd'hui qui sont avec Alpha Condé. Et puis, bon, apparemment, ce sont ceux-là qui parlent le plus fort aujourd'hui. C'est comme si... Plus que ceux-là qu'ils ont réprimés hier. Et je me pose la question, où sont les militants originels du RPG? Bien. Où sont ceux qui se sont battus pour la démocratie? Et je rappelle que le RPG a dénombré des centaines de victimes, des martyrs, et qui ont donné leur vie pour que la démocratie puisse exister aujourd'hui dans notre pays. Le président de la République ne peut pas oublier cela. Mais on a l'impression qu'il a oublié ça. Et pour terminer cette première partie, deux questions. Finalement, parce que depuis là, on ne nous avait pas eu dans cette émission Café Débat, est-ce que nettement et clairement, vous pensez que ce changement de constitution, ce n'est pas le moment, on ne doit pas y aller? Ça donne des velléités de faire maintenir Alpha Condé au pouvoir. Deuxième question, en revenant toujours dans l'histoire, on a vu une vidéo qui a circulé depuis les années sur Facebook où Alpha Condé, opposant à l'époque, disait, je cite, les gens, quand ils font les guerres en Afrique, ce n'est pas pour les diamants et ce n'est pas pour les richesses souterraines. Quand l'Afrique veut qu'elle soit démocratique et que certains se battent pour instaurer cette démocratie à travers des élections qu'ils gagnent et qu'on ne leur permette pas de prendre fonction parce que ceux qui sont au pouvoir veulent se maintenir, et bien ça amène les gens à prendre les armes. Donc on a vu un prophète de l'alternance démocratique à l'époque. Mais aujourd'hui, voir que le même personnage a une velléité contraire aux valeurs qu'il déclarait ci et là, quelle impression ça vous donne aujourd'hui? Des déceptions de la pratique politique, tout simplement, ou d'étonnement face au changement de veste? Non, par rapport à la première question, la constitution actuelle, elle est née suite à 10 années de crise, de tragédie et de malheur pour la Guinée. À partir du moment où le coudéisme a été imposé en 2001, la Guinée a sombré dans le désastre. Donc, le 2010 a pu permettre, dans le cadre d'un large consensus des forces sociales, des forces civiles et la représentation nationale de tous les secteurs de la société, pour envisager une loi fondamentale qui permettrait d'assurer la stabilité constitutionnelle de notre pays, assurer les fondamentaux de l'état de droit, assurer la possibilité d'alternance démocratique paisible et non contestable. C'est la Constitution de 2010. Et donc, on ne peut pas, sans l'avoir expérimenté sur plusieurs décennies, remettre en cause cette Constitution. Et je dois dire, pour que les gens comprennent bien, la Constitution 2010 n'est pas opposée à ce qu'il y ait des modifications, des ajustements par rapport à des articles, par rapport à l'évolution de la société, mais il y a des intangibilités. La Constitution est verrouillée pour que le socle susceptible d'assurer la stabilité institutionnelle et la stabilité constitutionnelle puisse ne pas être perturbé. Et si on vous dit
qu'on va changer de constitution, cela veut dire on jette cette constitution à la poubelle pour en faire une autre. Et de ce point de vue, on refait la même chose qu'en 2001, avec un coup d'œil, et ça risque de dégénérer, ça risque d'amener la Guinée à aller dans des directions qu'on ne souhaite pas pour notre pays. Donc il faut que les Guinéens, de ce point de vue, fassent très attention. Donc vous êtes pour qu'on laisse cette constitution à l'État en ce moment? Il faut la laisser à l'État parce qu'on n'a même pas fini de l'expérimenter sur tous ses multiples aspects, parce que pendant ces dernières années, certains ont préféré gouverner avec des accords politiques au détriment de la mise en force des lois de la République. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, ce qui pouvait être impensable est devenu pensable pour certains qui veulent nous ramener en 2000 pour faire un nouveau type de coudéisme. Ça, ce n'est plus possible. Bien. Maintenant, votre avis sur Alpha Condé, le prophète de l'alternance hier, très taiseux aujourd'hui face à la volonté du pouvoir à vie pour lui-même. Vous savez, la Guinée, il y a deux logiques. Il y a la logique d'une volonté d'accéder au pouvoir qui peut amener à faire des compromissions ou des compromis avec n'importe quelle force, avec n'importe quelle stratégie. L'essentiel, c'est d'accéder au pouvoir par tous les moyens. Il y a une autre stratégie plus authentique, démocratique, qui consiste à dire qu'il faut changer le système. Je pense que lorsque vous regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des personnages clés sont des anciens du PUP. Tout à fait. Donc, il ne faudrait pas s'étonner que la culture qui avait dominé l'opposant à cette époque, au niveau du gouvernement, puisse être dominante jusqu'à subvertir ceux qui étaient venus des forces de l'opposition. Donc ils ont été absorbés par le système Lansana Conté, y compris Alpha Condé. On espère et on souhaite qu'il résiste, parce qu'il en a la force, il en a la capacité, il a vécu des situations beaucoup plus difficiles. Là, il a la réalité du pouvoir, il lui appartient, à titre strictement personnel et individuel, de fixer le contour par lequel la Guinée va progresser, avec lui et après lui. Bien. Et ce qui m'amène à dire, il a la force de résister à ceux qui veulent le piéger, comme ils avaient piégé le président Lansana Conté, pour refuser d'aller dans le chamboulement de la Constitution, qui peut être un facteur de déclenchement de situations qui peut amener à des situations qu'on ne souhaite pas. Et aussi, la question qui concerne la situation politique guinéenne, la question de la stabilité est devenue une question cruciale. La stabilité de la Guinée, elle est essentielle pour nous Guinéens, mais elle est aussi fondamentale pour les pays limitrophes. Les pays limitrophes, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Sénégal, ne pourront pas jouir d'une réelle stabilité si notre pays est déstabilisé. Absolument. Donc tout ce qui pourrait être fait devrait mettre en avant l'indispensable nécessité de maintenir la stabilité de la Guinée, tant sur le plan politique que sur le plan institutionnel. Et un autre aspect que les gens ont tendance à ne pas faire ressortir aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous procédez à un chamboulement constitutionnel, alors que votre constitution a été très lisible et très stricte, amène l'étranger, les organisations internationales, les partenaires multilatéraux à perdre de visibilité sur le présent et l'avenir. Yeah. Et à partir de ce moment-là, les aides qui étaient prévues pour la Guinée, ces aides vont être stoppées en attendant de voir plus clair. Aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a peut-être près de 300 millions d'euros
que la Guinée doit bénéficier. Et au point de vue administratif, la Guinée a déjà bénéficié de ces 300 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Mais notre incapacité congénitale à gérer nos affaires avec sérieux, rigueur et efficacement font que nous sommes incapables d'absorber ces 300 millions d'euros, alors que la pauvreté est là, la pauvreté est dans nos rues, la pauvreté est dans nos maisons. Or, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de permettre à la population de vivre mieux ou bien de contribuer à amener des facteurs de crise qui feront que le peu que nous avions et le peu que nous exploitions risque de disparaître pour encore aggraver la pauvreté et la misère dans nos foyers et dans notre pays. Je pense que ce ne serait pas responsable. Le président de la République, dans le contexte actuel, comme il l'avait fait lorsqu'il était jeune, pendant ses 40 années de militantisme, doit sauver le processus politique guinéen et permettre à la Guinée d'avoir un avenir lisible et stable pour ne pas qu'il soit considéré comme étant celui qui a amené la Guinée dans un état chaotique. En espérant bien entendu que cela soit entendu, notamment par le principal récepteur visé, c'est-à-dire Alpha Condé. Tout de suite, on observe une petite pause, derrière nous nous retrouvons. Voilà, merci de nous retrouver donc dans cette deuxième partie de Café Débat pour 10 minutes chrono, toujours comme invité depuis le départ M. Baouri, premier vice-président de l'UFDG et puis animateur national du mouvement Le Renouveau. À présent, on va parler de ses relations avec le parti UFDG, le dossier judiciaire qui les oppose, à quel niveau nous sommes. Mais juste pour terminer avec ce débat autour de la Constitution, tout ce à quoi nous participons aujourd'hui qui est très regrettable, mais qui aussi constitue un signal pour des choses, en tout cas des mauvaises choses à venir. Est-ce que de Baouri à Alpha Condé, vous avez par exemple pris votre téléphone pour appeler l'homme afin de lui proposer quelque chose, lui donner des conseils, d'attirer son attention dans cette situation cruciale que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'il vous est arrivé à l'idée de dire à Alpha Condé ce que vous pensez de la situation, à part ce que vous faites déjà dans les médias? Bon, j'ai demandé un rendez-vous de manière formelle pour pouvoir rencontrer le président de la République et pour pouvoir évoquer des questions liées au processus politique en cours et à d'autres questions qui méritent d'être posées au président de la République. J'attends la réponse. Et ça a duré depuis que vous avez demandé cette audience avec Alpha Condé, parce que on sait que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu depuis au début de votre retour au pays. Bon, ça fait plus de 2 mois. Bon, vous savez qu'un président de la République a un agenda très chargé. Bon, j'attends, le moment viendra où certainement nous pourrons nous rencontrer pour évoquer ces questions et je pense que c'est le moment. Vous savez, la Guinée nous appartient à nous tous et un président en exercice, s'il fait bien, tout le monde est gagnant. S'il fait mal, lui, sa personnalité politique en sera éclaboussée, mais les plus grands perdants, c'est l'écrasante majorité de la population. Et je souhaite que la population guinéenne n'ait rien à perdre, au contraire, ait tout à gagner. C'est la raison pour laquelle j'insiste et je souhaite que le président de la République aille dans le sens de ce qui peut assurer la stabilité de notre pays et la stabilité constitutionnelle. Bien. À présent, on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vos relations avec l'UFDG. Récemment, on a entendu des rumeurs comme quoi il y a de la médiation en cours pour vous rapprocher davantage du parti, mais aussi de Cellou Dalein Diallo. Est-ce vrai, oui ou non, qu'il y a encore de nouvelles médiations entre vous? Dans un premier temps, certains de vos confrères ont évoqué Maître Boukounta comme étant un médiateur
entre le président de l'UFDG et moi-même, ce qui n'est pas le cas. Mais je sais que beaucoup de responsables et de militants de l'UFDG aujourd'hui, dans les coulisses, souhaitent que la crise de l'UFDG soit dépassée et qu'on envisage une autre page de l'histoire de cette institution politique. Ils essayent d'user des moyens qui leur sont propres. De mon côté, je leur ai dit, je suis disposé à tout moment à m'asseoir autour de la table avec l'actuel président de l'UFDG pour évoquer les voies et moyens de sortie de crise durable, de manière loyale et qui permettent de satisfaire les intérêts fondamentaux de l'institution politique UFDG. Et j'ai rajouté, j'ai besoin des militants de l'UFDG comme ils ont besoin de moi. Donc vous n'êtes plus dans l'optique du genre, oui, je suis prêt à revenir à la maison, mais quand je reviens, on fait table rase. Et puis, il quitte la tête du parti. Vous n'êtes plus dans cette optique de départ. Vous savez, lorsqu'on se met autour de la table, aucune question n'est tabou. Mais il faut se mettre d'abord autour de la table. D'accord. Pour régler de la manière pacifique. À cela, vous êtes prédisposé déjà. Bien entendu. Bien. Mais sauf que à côté des démarches de médiation qui sont en train de se passer, il y a quand même une procédure judiciaire concernant votre exclusion du parti. Et le jeudi à venir, normalement, il doit y avoir... Le mardi à venir, il doit y avoir donc une plénière de la Cour d'appel donc sur cette situation de votre expulsion. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est le verdict qu'on attend pour savoir exactement si la justice vous donne raison et qu'on vous réintègre à l'UFDG ou non? C'est ce verdict qui est attendu? Vous savez, dans un état de droit, c'est la justice qui tranche et qui règle les litiges. Certains ont fait un communiqué pour dire que Bahouri est exclu de l'UFDG. Ça, c'était le 4 février 2016. Et un mois après, j'ai porté plainte au niveau des tribunaux de Conakry parce que je considère que cette décision viole les statuts, le règlement intérieur et les fondamentaux du parti. Le 3 mars 2017, les tribunaux m'ont donné raison, comme quoi la décision d'exclure M. Bahouri de l'UFDG est nulle et de nul effet puisque ne respectant pas les statuts et le règlement intérieur de ce parti. L'autre parti a interjeté appel. Et cet appel, bientôt 2 ans et 4 mois, n'a pas pu être tranché. Vous savez que c'est une période de temps extrêmement longue, parce que dans cette période, ce sont mes intérêts politiques qui sont lésés, puisque les autres vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Mardi prochain, le 25 juin, la délibération, selon la Cour d'appel de Conakry, devrait se faire. Donc attendons mardi prochain avant d'envisager ce qui pourrait en être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Bien. Et on attend donc mardi prochain pour ce verdict, on va dire, attendu, qui pourra donc fixer les sorts des uns et des autres pour le futur de l'UFDG, du parti UFDG. Et il y a quand même un autre aspect qui est lié à ce même contexte de votre expulsion du parti. A posteriori, il y a eu l'assassinat du journaliste Mohamed Koula. Entre-temps, il n'y a pas eu de suite encore favorable à tout ça. Est-ce que vous pensez que là aussi la justice continue à traîner les pas sur ce dossier-là? Bon, l'ancien ministre de la Justice, M. Cheikh Sako, il y a à peine 2 mois de cela, avait indiqué que le jugement de cette affaire devrait être reprise par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Conakry. Parce que c'était mal jugé, il fallait rechercher et situer les réelles responsabilités qui ont amené la mort du journaliste Mohamed Koula Diallo aux abords du siège de l'UFDG et des vrais responsables de la tentative d'assassinat sur ma personne également.
Tout ça reste encore attendu. Et nous verrons bien ce qui va advenir, surtout après le verdict du mardi prochain. Sinon, si vous avez peut-être un petit message à passer, on ne peut que vous dire merci pour la disponibilité, M. Ba. Merci, mais ce que je dois dire, je pense que la Guinée est à un tournant extrêmement important de son histoire. Soit nous allons dans une dynamique qui permet à la Guinée de sortir pratiquement d'un cycle politique qui a duré 60 ans, où ce sont des crises et des allers-retours, cela est possible. Ou bien on reprend encore le chemin du retour à la case de départ. Cela est encore possible. Mais le président de la République, à ce niveau, a une importance et un rôle extrêmement important. Dans le contexte actuel de nos débats, de nos interrogations, de nos combats pour la poursuite du processus politique dans notre pays, c'est lui qui a la main pour dire nous empruntons un chemin vertueux ou bien nous ouvrons la boîte à Pandore. Et je souhaite qu'il emprunte le chemin le plus vertueux pour l'intérêt de tous les Guinéens et l'intérêt de la sous-région et pour conforter l'image qu'il a toujours voulu se donner comme le Mandela guinéen. Et comme Mandela, il avait laissé un pays en paix, stabilisé, réconcilié. Il faudrait que la Guinée, à la fin du mandat du président Alpha Condé, soit également un pays rassemblé, réconcilié, apaisé, et il peut encore le faire. Rien n'est encore tard, mais il faut qu'il agisse de manière efficace et vite avant que certains ne l'entraînent dans une dynamique qui ne peut être qu'une dynamique qui ternira son image et créera des problèmes à la sous-région et à la Guinée. Ouais. Peut-être qu'il peut être le Mandela à 2 mandats, puisque le véritable Mandela n'a fait qu'un seul, au moins, et ça aura été bien pour lui. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. À vous, merci de votre attention. C'était tout pour Café Débat d'aujourd'hui. On se retrouve demain avec un autre numéro et un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.